Nous y voilà. Ouais, belle journée pour un duel. Je vais te donner ta chance, Jack. Parce qu'on est deux vieux amigos. On part dos à dos, donc on ne dit pas. On se retourne et on se flingue tant que ça peut, jusqu'à ce que l'un de nous rejoigne les anges, alors que le meilleur gagne. Et emmène Sarita. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? T'es venu jusqu'ici avec deux de tes amis, j'espère que tu veux voir comment la corrida va se terminer. Les combattants entrent dans l'arène. Lopo, la pistola. Está aquí, amigo. Tiens, garde la tequila. Je t'en prie, Cash. Tu devrais nous montrer tes seins si tu veux être utile, qu'on voit pourquoi on se tue. On y va? Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu me rends dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Tout le monde en arrière, c'est une affaire entre lui et moi. Para atrás, cabrones. Cash, non! Elle fait chier. Arrête de pleurnicher, Sarita, je t'en prie, tu vas foutre le spectacle par terre, essaie de comprendre que ce qui se passe ici est grave. Il y a deux hommes qui sont venus ici pour t'avoir et qui mettent leur vie en jeu. Fais-leur voir tes cuisses. Cash, reprends ta place. Le sexe est éternel. Ça t'excite, hein? Elle change pas, notre Sarita. On la déshabille et la voilà en chaleur. Espèce d'ordure! Cabran! Puto! Voilà, ça vient. Tout le monde est prêt? Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui est là aujourd'hui pour nous parler de générosité, d'exigence, de fraîcheur. D'ailleurs, et ce à l'occasion de plusieurs films, hein. Le premier, c'est un documentaire consacré au studio Carolco qui sort en Blu-ray et qui est disponible sur Canal, un truc comme ça, une plateforme, chez Bolloré. Produit par l'atelier d'image, réalisé par Julien Dupuis et Jérémy Fourchou, t'es fauchou, hein. Je te l'ai Bon. dit, je viens de te le dire. Quand même, excusez-moi d'écorcher les noms. Julien Dupuis, que tu connais, puisque tu avais échangé avec lui pour une émission où je n'étais pas là. 2 émissions, peut-être bien même Tout d'ailleurs. à fait. Issu de l'écurie de Capture Mag. Tout ça tourne autour un petit peu de ce que Capture Mag peut justement défendre depuis longtemps, hein, ce cinéma de la Carolco. Et donc ces deux réalisateurs font le portrait de cette structure des deux têtes pensantes, à savoir Andrew Vajna et Mario Kassar, et évidemment de la petite bulle que moi en tout cas je considère comme en effet un petit âge d'or qu'ils ont pu créer à Hollywood entre la fin des années 80 et puis le mi-temps des années 90. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été assez chargé, et moi ça a été très important, cette structure-là et ce cinéma qu'ils proposaient, même si à l'époque j'avais pas forcément conscience que c'était ces bonhommes-là qui étaient derrière tous ces films qui me fascinaient, mais qui apparaissaient en long et en large dans le premier magazine pour lequel j'étais abonné, à savoir Ciné News.
et c'était la gloire de la Carolco. Pas que, bien évidemment, on avait aussi beaucoup de Mel Gibson, mais j'ai un souvenir vraiment ému et plein de désir de cette affiche justement de Crusade, qui va être réalisée par Paul Verhoeven avec Schwarzenegger au Moyen-Âge et qui est affichée dans les pages de Ciné News avec ça vendait du rêve. Un film que j'ai attendu après pendant longtemps avant de découvrir en effet le fin mot de l'histoire, et je vous invite à voir le documentaire bien évidemment pour avoir plus de détails à ce sujet. Crusade qui a créé beaucoup de désir chez plein de gens. C'est quand même un film scénarisé par le scénariste de La Horde Sauvage avec Paul Verhoeven, avec Schwarzenegger, qu'on nous vendait comme un projet vraiment dingo. Et puis à la place donc est sorti L'île aux pirates de Renny Harlin, dont on parlera peut-être évidemment pour parler de ça. Mais donc ce documentaire, moi ça m'a vraiment touché. C'est un portrait que j'attendais je pense depuis assez longtemps, même si évidemment j'en voudrais beaucoup plus. J'aurais espéré en fait avoir plutôt même qu'un documentaire, un livre de l'acabit de ce que Sam Watson a pu faire par exemple sur Coppola et sa tentative de créer un studio particulier, ou ce genre d'ouvrage. Vraiment c'est le genre de travail que j'attends concernant Carolco, et le documentaire, les réalisateurs sont très conscients justement des manques qu'il peut y avoir, dû au fait que Mario Kassar n'a pas voulu participer. Il s'en mord un petit peu les doigts parce que le portrait qui est fait de lui est assez dithyrambique, en disant que c'était quand même pendant cette période-là justement un producteur exceptionnel qui a permis des œuvres dingo et la création d'œuvres vraiment particulières. Et s'il n'y avait pas eu la folie de ce bonhomme-là, qui a modifié quand même vachement aussi les productions américaines. J'interromps juste que l'anecdote est drôle, pour laquelle la raison pour laquelle il n'a pas voulu participer, parce qu'il est effectivement toujours en vie, c'est parce que c'était un documentaire produit par Canal+, et effectivement Canal+ est très lié avec Carolco. C'est d'ailleurs chez Canal+ qu'en France en tout cas sont l'intégralité des droits du catalogue, quoi. Oui, exactement. Mais visiblement, lui, il l'a vu, il aime beaucoup le documentaire, donc forcément, bon, ça. Qu'est-ce que je disais ? Que lui, il n'avait pas participé. Et super, voilà, je suis paumé. Tu embrayes, Antonin. Moi, j'étais tranquillement en train de bosser, en train de. Non, mais voilà, je partage de toute façon tout à fait ton enthousiasme sur le film, quoi. Voilà, c'était dans les documentaires. Petite info qu'on n'a pas donné quand même pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. C'est Carolco, ils sont fait connaître. Alors, moi, j'ai un doute justement, et le documentaire est assez évasif là-dessus. Mais en tout cas, ils sont associés aux deux premiers Rambo. C'est-à-dire qu'ils sont créés en 78, leur petite société Carolco. En 82, sort Rambo sous l'effigie Carolco, et leur deuxième film officiel, c'est Rambo 2 en 85, donc 3 ans plus tard, sous l'effigie Carolco. Et le premier n'a pas été un gros succès en termes d'économie en tout cas, mais le deuxième par contre c'est incroyable. Et là, à partir du deuxième Rambo, ça les lance vraiment, et jusqu'à 95, donc ça dure vraiment pas longtemps, c'est une petite dizaine d'années. Pendant une petite dizaine d'années, en fait, ils vont proposer tout d'abord tous les deux, puis Andrew Vajna va quitter le navire parce que Kassar est un peu trop dépensier, et je comprends tout à fait le bonhomme de se dire mais on part dans le mur parce que il fait des fêtes à 12 millions d'euros, quoi. Donc c'est pas gérable, mais en même temps ça permet aussi de faire Terminator 2 et ce genre de film, et donner à Paul Verhoeven les moyens de faire Basic Instinct et Showgirls. Enfin voilà, on a Total Recall. Et des choses qui coûtent une fortune à l'époque, et voilà, c'est un studio très particulier au moment où les autres studios, les gros studios, les majors, ne font pas forcément ça. Et en termes d'économie, ils vont changer pas mal de choses. Le documentaire revient bien dessus, pas uniquement sur les grosses productions, mais aussi sur comment est-ce qu'on va payer un artiste, comment on va attirer un artiste. Et c'est un studio qui à un moment se retrouve avec à signer Van Damme, Stallone, Schwarzenegger. Ils ont tout le monde, quoi. Et les grands réalisateurs, ils vont chercher les talents. Ils sont exigeants. Les types, Kassar notamment, a envie de produire des films qu'il a envie de voir. Et donc il va chercher les bons réalisateurs, ou des types qui en tout cas sont prometteurs, très prometteurs, même si c'est Roland Emmerich. Le type a quand même, il découvre, on peut penser ce qu'on veut de Roland Emmerich, notamment que c'est un réalisateur qui n'a pas beaucoup de talent, mais le fait est qu'il a quand même réalisé des succès planétaires, notamment Independence Day. Et c'est la grande théorie, c'est que si Carolco avait continué, Independence Day comme Titanic, ça aurait été produit par la Carolco. C'était vraiment le studio qui initiait ce genre de projet un peu fou.
Ouais, complètement. Et après, en tout cas, ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce type de projet, effectivement, au-delà du fait que les documentaires sur le cinéma, il y en a un bon paquet. Hein. C'est pour ça qu'on parle de celui-là aussi, parce que il y en a un bon paquet. Je sais que toi, t'en regardes, moi, j'en regarde parce que, par exemple, Arte en produit un bon paquet. Il y en a souvent. Il y en a un sur Bertolucci et quand en ce même, moment qui est souvent, on est très quand même intéressant. relativement. Enfin, moi, j'arrête d'ailleurs un peu d'en regarder parce que tu as l'impression de voir un moule dans lequel on a plaqué n'importe quel sujet. C'est à peu près le même type de documentaire, hormis quelques exceptions. Voilà. Il y a eu quand même quelques. Il faut savoir très que bons l'intérêt films. des documentaires Arte, parce que c'est principalement de ça dont on parle, hein, le grand intérêt vient des images d'archives. Oui, il y a quand même, des images et de d'archives et tout ça. d'assembler les images Mais c'est d'archives. vrai que de et- temps en temps, voilà, il y a quand même quelqu'un qui a une vraie vision, qui parle du truc. Je pense à celui sur Jim Carrey, produit par Arte, qui est très bien. Bon, là, c'est une exception totale, mais celui sur Vincent Lindon, mais qui a complètement sorti des rails, mais qui est génial. Voilà. Mais il y a celui sur ces trucs-là. Cavalier aussi, qui est Celui vachement sur bien. Cavalier qui est merveilleux, mais bon, là où on est plus dans une optique presque cinéaste de notre temps plutôt qu'un truc formaté. Évidemment, toutes les chaînes et tout ça câblé produisent aussi du documentaire et compagnie. Canal Plus également. Mais alors celui-là, voilà, sort un petit peu du lot parce qu'effectivement, alors par son sujet, moi qui m'intéresse beaucoup, et puis par moi j'ai l'impression, oui, la richesse aussi, des interventions qu'il peut y avoir, une sorte de ton donné ou de temps donné à une histoire presque humaine ou de passion que moi qui m'intéresse beaucoup parce que finalement son sujet c'est les producteurs, quoi. Et en fait, moi j'ai toujours l'impression aujourd'hui que c'est presque un des principaux problèmes du cinéma contemporain, enfin contemporain en tout cas depuis 20 ans. Je me rappelle qu'on pouvait évoquer ça de temps en temps. On se disait mais on pourrait dire voilà, le cinéma c'est moins bien aujourd'hui que ça a pu l'être. Effectivement, S'il te plaît. que ça a pu l'être, pardon. Mais pas, c'est peut-être pas forcément un problème d'une baisse des talents généraux, mais aussi peut-être aussi une baisse des talents des producteurs, quoi. Ou On pense maintenant à les Robert producteurs. Evans qui a produit Le Parrain. C'est ça, c'est lui qui réunit oui. les talents en fait à un moment. Donc il y a toujours ce truc un petit peu bizarre, c'est que voilà, il y a cette sorte de mythologie. Moi je connais, enfin c'est pour ça que je suis hyper intéressé par ça parce que je connais pas trop le sujet, parce qu'effectivement c'est un sujet aussi qui trimballe une petite partie de folklore ou de mythologie. C'est que quand on n'aime pas trop, en tout cas ce qui se fait maintenant, qui est la tendance, qui est plutôt la tendance du producteur comptable, c'est-à-dire comptable, c'est même pas le terme, c'est qu'en tout cas quelqu'un qui regarde, qui étudie les data en fait du marché pour pouvoir éventuellement produire quelque chose qui, sans par les data, en tout cas correspondre à l'envie du public. Et c'est vrai qu'il y a une bonne part de la production, c'est ça. Traite des chiffres, ça pourrait être remplacé par une IA bientôt ce boulot-là, quoi. Tu traites et ça, c'est des bien sûr. Et chiffres et ça, des je pense que ça informations. serait le volet vraiment le plus le Hollywood classique. Et puis de l'autre côté, on va avoir des structures de production, et donc la plus connue évidemment A24 qui se met qui se dit presque à l'extrême inverse, c'est-à-dire que eux ils mettent en avant vraiment complètement l'auteur, mais qui vont mettre en tout cas la valeur culturelle du film en premier. On fait du cinéma avec un grand C, non pas qu'ils vont produire des machines à Oscar, c'est pas l'enjeu, mais ils veulent produire un cinéma qui s'affiche en tant que tel comme cinéma, qui a sa place d'art et essai, et souvent voilà qui va aller nous en France on dirait voilà c'est de l'art et essai, eux ils diraient c'est aussi de l'art au cinéma, voilà. Mais il y a un truc, voilà, chose que n'a jamais fait le cinéma américain auparavant. Quand même à aller dans le genre et ils peuvent essayer ça, mais souvent c'est vraiment un cinéma en tout cas qui veut vraiment en tout cas montrer que on est un cinéma cultivé, qui veut donner des gages de noblesse culturelle, chose qu'on va pas retrouver chez Carolco du tout. Il y aurait pu avoir. Non, c'est une autre histoire, Carolco. C'est une autre histoire. Et je passe sur autre chose, ouais. Je pense que tu avais un autre exemple avec ça qui pouvait être aussi la Weinstein Company, ou enfin en tout cas qui s'appelait est-ce que c'est non Miramax, tout simplement. C'était Miramax qui pouvait être un studio relativement qui a pris une ampleur assez énorme à une époque aussi, et qui était effectivement une entité indépendante de Hollywood et qui produisait, allait chercher les Oscars justement, qui assez vite est allé chercher les Oscars. Ouais. Effectivement, ils sont assez vite allés chercher les Oscars avec Le Patient anglais, des trucs comme ça. Ils avaient même créé ou racheté, je ne sais plus, New Line qui elle produisait des films d'horreur d'exploitation, où au final c'est peut-être là où il y avait les meilleurs films des fois, hormis ceux de Tarantino chez Miramax. Bon, il y avait ce truc-là, mais ils étaient tous sur ce modèle hollywoodien. Il y a d'autres structures, c'est-à-dire que Carolco c'est pas les seuls à ce moment-là. Non, bien sûr. Ouais. Dans les années 90, c'est le
voilà, c'est le grand moment justement de ces studios indépendants qui Et rivalisent. Weinstein commence un peu plus tard, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, mais c'est dans les années Miramax. 90, tu vois, parce que justement, c'est déjà Miramax, c'est Pulp Fiction de toute façon, donc c'est 95 au moment où Carolco s'effondre. Mais en tout cas, c'est le moment où les studios indépendants vont rivaliser un petit peu avec les 5 majors qui traînent encore un petit peu derrière et qui ont du mal à ce moment-là, justement, dans les années 80-90, elles ont du mal à proposer un truc. Il y a une crise encore, il y a une vraie crise, je pense, mais qui passe un petit peu inaperçue parce que justement, il y a énormément de propositions, et notamment de Carolco, qui rivalisent complètement en termes de moyens et puis justement de talent avec des grands studios. Oui. Et c'est là la grande nouveauté, en fait, je pense, que propose Carolco, contrairement à la Canon, par exemple, qui émerge au même moment dans les années 80. La Canon qui sera plutôt dans de la série B, plutôt du Chuck Norris, quoi. Portée disparue et trucs comme ça. Des trucs un peu nanardeux quand même sur les bords. Pas cher. Même s'ils sont capables aussi, la Canon, d'essayer de faire d'autres choses. C'est eux qui feront, par exemple, Barfly de Barbara Schroeder. Oui, c'est eux qui produisent Godard. Et Bukowski aussi, a écrit un livre sur eux. Avec la Carolco, on a quand même affaire à quelque chose de très différent. Tu vois, par exemple, sur Barfly, Schroeder, il a dû lutter comme une bête et menacer les producteurs avec une tronçonneuse. Avec la Carolco, c'est à peu près l'inverse. C'est-à-dire que Verhoeven, il débarque pour dire j'ai besoin $1 million pour faire cette scène-là. Ouais, d'accord. Pour Cliffhanger de Rennie Harlin, pareil, on lui dit cette cascade-là, elle va coûter $1 million, et c'est un bonhomme qui passe d'un avion à un autre sur un filin, on va le faire pour de vrai. Ah ouais, d'accord, faites ça, et voilà. C'est ce genre de choses qu'ils font, parce que si le spectacle est là, ils sont prêts à mettre du pognon. C'est ce qui va aussi faire justement qu'ils ont duré que 10 ans et pas plus, mais ils ont produit en fait des choses assez folles. Et c'est peut-être l'occasion justement qu'on revienne, parce que du coup on a cité les Rambo et ils ont bossé avec Walter Hill à plusieurs reprises, Extrême Préjudice ou Johnny Belgueule par exemple. Voilà, c'est chez Carolco. Il y a bien évidemment l'événement Terminator 2 qui est un grand moment, et des Basic Instinct. Voilà, il y a les grands titres, Total Recall que j'oublie régulièrement, alors que c'est sans doute le premier que j'ai vu de Carolco en plus. Mais à côté de ça, ils ont aussi, et moi ça a été ma petite découverte en fait pour préparer cette émission, parce que j'ai fait le curieux dans leur filmographie, j'ai quasiment tout vu de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont produit, j'ai grandi avec ça et c'était génial. Et il y a des films là-dedans que j'ai pas vus. Si c'est les mêmes qui sont derrière, ça m'intéresse. Et donc je me suis fait juste une petite série de 3-4 films. Et le premier, ça a été Music Box, par exemple. Costa Gavras, j'ai jamais été fan de ce que j'ai pu voir, mis à part son premier, Un homme de trop. Et là, ça a été une super découverte. Donc, écrit par Joe Esteras, qui écrit aussi, justement, Basic Instinct et Showgirls. Mais là, c'est Costa Gavras, donc ça veut dire Jessica Lange, qui est une avocate. Et son père, immigré, est accusé d'être un criminel de guerre. Elle y croit pas, et puis elle va faire l'enquête, et puis elle va découvrir qui était vraiment son père. Et en fait, je vois très bien ce qui intéresse Joe Esteras là-dedans, cette espèce de gros sagouin là qui va chercher la merde partout. Et le film était super efficace, et ça aurait pu être fait par Verhoeven, quoi. Et j'ai pas retrouvé la patte Costa Gavras que j'ai pu voir dans d'autres films, mais ça m'a donné vraiment envie d'en voir d'autres du bonhomme, ou d'en revoir d'autres dont j'ai aucun souvenir. Voilà, il y a des, et puis vraiment le film, alors si il a des prix, c'est clairement le film de festival pour le coup, tu vois, ça correspond pas aux productions qu'ils font à ce moment-là de Walter Hill. On a pu entendre au début de cette émission des extraits d'Extrême Préjudice. On est très très loin quand même, Music Box d'Extrême Préjudice, alors que c'est fait quasiment la même année en fait. Et c'est vraiment Kassar et Vajna qui là tiennent le projet. Et puis j'ai continué quand même, je me permets de raconter ma vie, jusqu'à par exemple, je vais pas tout faire, mais l'un des derniers films qu'ils ont produit, qui sort la même année justement que L'île aux pirates, choisi à la place de Crusade et de Showgirls, c'est le dernier Cheyenne. J'avais, mis à part en allant fouiller dans la filmographie de Carolco, j'avais pas trop entendu parler de ce film en fait qui arrive après le Danse avec les loups. Et avec Tom Béranger, et qui raconte un film aussi de Tab Murphy, voilà, inconnu au bataillon. C'est-à-dire que c'est son premier long métrage en tant que réalisateur. Il était scénariste sinon avant ça, de Gorille dans la brume par exemple, et le film voilà, on n'a jamais entendu parler. Je pense que ça a été en effet un gros échec, et il est retourné scénariste en fait après ça. Et c'est l'histoire dans l'Amérique contemporaine d'un pisteur, Tom Béranger, qui découvre l'existence d'une
d'une société autochtone d'Indiens d'Amérique qui vivent comme à l'époque d'il y a 150 ans en fait, et qui va s'immiscer un petit peu dans la société. Et puis en même temps il y a un peu des conflits, il y a un petit peu du polar, il y a des mélanges. C'est loin d'être génial, mais c'est surprenant, et c'est surprenant surtout parce que j'en ai jamais entendu parler, alors que le film techniquement est assez impeccable en fait, et c'est là où, en voyant d'ailleurs le dernier Shining, où je me suis dit, mais c'est un peu la marque de Carolco, c'est d'avoir quand même, encore une fois, une exigence. En voyant Cliffhanger, je me suis dit, le film ne raconte rien d'intéressant. Clairement, le Cliffhanger, ça ne raconte rien d'intéressant. C'est conçu comme un film spectacle. Et comme pourrait l'être Speed, par exemple, même si Speed est plus intéressant en termes de mise en scène peut-être, mais Cliffhanger, c'est fait avec c'est une exécution parfaite. Un scénario qui est poli, poli dans le mode qui a été poli, quoi. Parce que les films de Carolco sont pas polis, hein. C'est aussi Non, une sorte de constante. on a bien pu le comprendre. Ça reflète quand même aussi une philosophie très marquée Reagan, quoi. Même si on a dans le lot justement des types comme Verhoeven, donc tout ça est quand même fait avec un certain sens de la dérision, je pense, très régulièrement. C'est le cas pour Walter Hill aussi, qu'on a pu entendre. Je pense que c'est fait avec beaucoup de dérision. Il y a un bon goût du mauvais goût. Il y a un bon goût du mauvais goût, on est d'accord. Qu'on n'ait pas de mauvais jugement par rapport aux extraits qu'on ait pu passer dans cette émission. Mais par contre, ce qui me marque vraiment profondément, et on peut faire la liste de tous les films de Carolco, c'est en effet l'idée, c'est qu'on va choisir les meilleurs des meilleurs pour faire le meilleur spectacle possible, en tout cas pour aller dans le sens du film et faire le meilleur film possible. L'idée, c'est toujours ça en fait. Et voilà ce rôle de producteur, clairement, mais qui aujourd'hui a quasiment disparu. Et là, c'était fait vraiment avec une folie, puisqu'en effet, il claquait beaucoup trop de pognon en même temps, mais c'était pas non plus en mode... Netflix, on laisse la liberté totale au metteur en scène et il est livré à lui-même. Il y avait vraiment un producteur derrière quand même qui visiblement organisait tout ça et faisait en sorte que bizarrement, même si on est peut-être à l'extérieur d'Hollywood dans le sens où c'est un studio indépendant par rapport aux 5 majors qui existent, on est dans la pure mythologie du nabab hollywoodien, totalement tel que Hollywood s'est construit, c'est-à-dire avec des projets extrêmement dispendieux, des marchands de tapis qui débarquaient de New York, ou des marchands de textiles, tout ça qui débarquaient à New York, qui se disaient moi j'adore, je kiffe bien ce truc-là, il y a moyen de faire un truc, j'ai envie de voir des super films, et qui a été à moitié des gens. Cassar et Vajna avaient vraiment une éducation cinématographique. Oui, bien sûr. C'est des grands cinéphiles tous les deux. Et après voilà, quand tu vois les grands, les Jack Warner, les Louis B. Mayer, enfin tous les grands trucs du début du siècle ou de la début de création de Hollywood, t'as ces histoires un peu hallucinante que d'être en face des fois de roturiers total, des gens, des Philistins, quoi, des gens qui avaient vraiment pas du tout de culture noble, c'est-à-dire mais par contre qui voulaient, qui avaient une sorte de goût ou d'instinct pour le truc, quoi. Enfin, moi c'est ça qui m'intéresse un peu là-dedans, et qui est pas vraiment élucidé par le documentaire, et c'est normal, c'est pas son projet, et que je pourrais pas élucider non plus. C'est que de toute façon, moi je sens que je vais avoir une fascination pour cette figure de producteur un petit peu flamboyant, c'est pas le terme, mais en tout cas de ces histoires de production un peu folles, de gens qui mettent qui font tapis, quoi, au casino, quoi, qui font tapis sur des trucs par film passion. Est un défi, chaque film est un défi, et ils sont absolument pas, c'est pas du tout des gens qui sont où le truc qui peut tuer le cinéma américain en ce moment, qui est complètement sur capitaliser complètement sur des formules éprouvées, et puis complètement s'enfoncer au risque de la dégénérescence un peu totale, parce qu'il faut absolument donner un truc que le public attend, et du surtout pas autre chose. En fait. Et c'est un peu un cinéma de data algorithmique, fait par IA, avant l'IA, on va dire. En tout cas, moi j'ai le sentiment que l'IA est arrivée il y a 20 ans quand je vois le truc, parce que c'était à peu près le même principe, quoi. C'est vraiment de la redistribuer, de ce qui a déjà été identifié comme plaisant pour le spectateur. Bref.
Mais la figure du Nabab et tout ça, elle est fascinante. Et la figure de Kassar, du coup, particulièrement, voilà, avec ces histoires qui peuvent être racontées un peu dans le documentaire, même si le documentaire n'en fait pas non plus les choux gras, parce qu'on pourrait faire un documentaire d'1 heure pour juste raconter les frasques du truc, de mettre dans un avion toutes les plus grandes stars, Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone, tous les producteurs, scénaristes et tout ça, et puis gaver ça de coke, d'alcool, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'au bout de 2 heures, tout a déjà été consommé. Donc, on va pas à Cannes directement, on va s'arrêter à Amsterdam pour refaire des courses et pour reprendre l'avion pour pouvoir continuer. Voilà, tu dis des histoires comme ça, c'est des histoires qui peuvent correspondre aussi à tout ce que tu peux voir dans les récits de Hollywood, des grandes fêtes hallucinantes qu'il pouvait y avoir. C'est les années 20, quoi. C'est-à-dire que pour retrouver une telle décadence, il faut retourner aux années 20. Et puis ces histoires-là de production, elles sont assez fascinantes. Bon, et après, maintenant, je sais que ce truc-là est génial et trop drôle à entendre, parce qu'il y a un truc un peu de marchand de tapis, de gros mecs un peu vulgaires, mais qui en même temps créent des chefs-d'œuvre. Et c'est aussi, il y a 10 ans, on aurait parlé de Weinstein dans ces termes-là, en disant putain, c'est incroyable, ce mec-là, ce gros bourrin, ce gros beauf, mais qui est trop drôle parce qu'il fait des grosses fêtes. C'était un agresseur sexuel et que Kassar n'a pas été accusé de ce genre de choses. Ça fait quand même une belle différence. Mais c'est bien ça que je veux dire, c'est qu'en fait, cette mythologie-là, parce qu'on sait très bien qu'à Hollywood, moi, cette mythologie-là, j'y peux y être sensible et tout ça, mais effectivement, il y a ça, c'est le côté un petit peu cool et un peu rock'n'roll du truc. Mais dans cette dimension rock'n'roll, il y a cette dimension cachée qui, effectivement, qu'en fait, les gens aussi étaient derrière cette mythologie-là, il y a une bonne partie de prédation totale. Ouais, mais la grande différence, c'est justement le portrait qui est fait dans le documentaire de Kassar. Oui. Il est tout à l'inverse de ça. Non, mais en fait, c'est pas pour dire que là, je m'exprime mal, parce que c'est pas pour dire qu'absolument que Kassar est ça, c'est pour dire que voilà, moi je suis très sensible à cette mythologie-là du producteur un peu flamboyant, un peu fou, un peu qui met tout, qui fait tapis et tout, qui est pas du tout, qui est presque à l'inverse d'un gestionnaire rationnel. Je suis très sensible à ce truc-là parce que je me dis que c'est vraiment ce qui manque peut-être dans le cinéma contemporain, mais en même temps je m'inquiète un peu de cette fascination que je peux avoir avec ça, parce que je me dis c'est aussi dans ce cadre là qui peut c'est là qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir. Qu'il y a vraiment une situation où tout se mélange et tout ça, où tu dis ouh putain, c'est vraiment là où il y a le terrain glissant. Un profil de ce type revenait aujourd'hui, en effet. On dévie un peu du sujet, mais justement parce que moi, ce qui m'a vraiment aussi touché un peu dans le documentaire, après on n'est pas à l'abri de découvrir des horreurs sur Kassar ou Vajna. Vajna qui lui est décédé il y a quelque temps déjà. Mais pour le moment, c'est pas le cas en tout cas. Et justement, ce qui sort un petit peu de ce portrait, même si tu me diras qu'il y a peu de femmes d'interviewer pour le documentaire, et si ça se trouve, c'est pas pour rien. De toute façon, Gina Davis, elle est pas là, elle aurait pu, tu vois. Ouais. Bon, bref, ils ont pas pu avoir tout le monde, mais ça, il y a plein de raisons au fait qu'ils peuvent pas interviewer tout le monde. Et puis même s'il y avait d'autres gens qui même voulaient participer, quand ils ont appris, c'est ce que moi j'ai découvert en écoutant le podcast que Julien Dupuis et Jérémy ont fait avec Capture Mag, justement, où ils sont généreux sur la fabrication du documentaire, du film, ouais. Et le fait que voilà, il y a d'autres gens qui, en apprenant qu'il y avait un documentaire sur la Carolco, avaient envie de participer, mais il faut faire des choix aussi quand tu fais un documentaire. Tu peux pas mettre tout le monde, ça, voilà, ou sinon tu pars sur un truc un petit peu très différent en termes de forme. Mais le fait est que ce qui ressort, en tout cas, du documentaire, c'est justement le portrait d'un homme ennemi, parce que Vajna part assez tôt quand même. Qui était en tout cas constamment disponible pour ce qu'on pourrait vulgairement appeler des artistes, en tout cas pour les réalisateurs, pour les acteurs, producteurs qui étaient motivés par des rôles, y compris Stallone. Quand même, il faut voir que c'est un moment où Stallone, comme Schwarzenegger et Van Damme, sont les plus grandes stars de la planète. Mais clairement, et c'est pas abusé de dire ça, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des noms qui sont c'est des vraies stars, comme à grande époque de Marilyn Monroe et consorts. On a affaire vraiment à des stars. Il y a Stallone, Schwarzenegger, Jésus et les Beatles. Ouais, voilà, mais non, mais franchement, à ce moment-là, il faut voir, c'est les années 90, c'est début des 90, et même encore aujourd'hui, on peut comprendre quand même
justement le pouvoir d'attraction qu'ont cette troupe-là, parce qu'on a affaire à une grosse troupe quand même, quoi. Et le documentaire regorge d'anecdotes savoureuses, comme le projet. Moi, je sais que justement, c'est des trucs qui étaient évoqués, alors pas ce film-là, mais quand est-ce qu'on aura un film avec Stallone et Schwarzenegger? C'était à cette époque-là qu'il fallait le faire. Le projet qui est proposé là par Carolco est forcément un très gros nanar qui a été repris après avec, je crois que c'est Christophe Lambert qui a fait un film similaire avec des chiens. Ouais. Bref. Et voilà, ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait là il y a 10 ans et c'était nul. D'ailleurs, faut pas voir les films avec Schwarzenegger et Stallone ensemble, ils sont pas bien. Voilà, ils avaient besoin de se tirer la bourre pour faire des trucs de qualité, quoi. Mais bon, bref. Ça m'a touché en fait de voir ce documentaire-là, qu'on se rappelle de ce moment-là. Moi, ça m'a ramené à mes premiers amours de lecture de cinéma aussi justement, et de tous les projets que aujourd'hui je vois qui sont associés à Carolco et qui étaient des choses qui moi et notamment le Crozet en effet, et d'avoir quelques infos supplémentaires sur le projet et pas uniquement tirer à boulet rouge sur René Harlin que je respecte pas particulièrement, même si Cliffhanger c'est vraiment pas mal du tout en fait. Moi j'aime bien le documentaire parce que même le fait qu'il ne résolve pas des questions ou qu'il aille pas du tout dans une sorte d'établissement de problématiques, je trouve que toutes ces problématiques à travers en tout cas les intervenants ou les interventions qui ont été choisies dans le montage final disent bien aussi le rapport que des différents intervenants par rapport à ça, de dire passionné, puis un peu paradoxal de dire ce truc là était génial mais en même temps il était voué à l'échec. Enfin bon, c'est pas exactement ça qu'a dit, mais il y a une sorte de paradoxe de dire par rapport au Crozet en tout cas c'est ce qu'il exprime, c'est que Crozet on n'aurait pas réussi à le produire, il était budgété à 100 millions de dollars, mais en fait ça aurait coûté vachement plus. Mais même sur autre chose, il disait que voilà, il y avait un côté, une sorte de folie, de quelque chose d'irrationnel totalement, mais d'irrationnel qui était dans le domaine le plus comptable du monde, qui est le domaine de l'argent et de la production, des dettes, des banques et tout ça, et qui fait qu'il y avait une sorte d'antinomie totale là-dedans, qui fait que c'était peut-être voué à l'échec, mais qu'il y a eu des éclats de beauté qui ont émergé de tout ça, quoi. Et puis ça pose l'autre question qui pour moi est importante, c'est est-ce que ça serait possible aujourd'hui en fait? Est-ce des projets comme ils sont proposés là, par exemple justement un producteur aussi avec ces visions-là, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Et il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a absolument rien qui l'empêche. Bien au contraire, même si des coûts de production sur certains aspects ont explosé, il y en a d'autres qui sont réduits en fait. Et un projet comme Crozet, tu vois, c'est terrifiant à dire, mais moi je me suis imaginé, parce que c'était déjà le cas il y a quelques mois, on avait peut-être évoqué ça en antenne. Moi, j'avais entendu ça sur France Culture, je crois, mais quelqu'un qui proposait de réaliser le film Dune, imaginé par Jodorowsky, étant donné qu'on a tous les dessins de faire par IA, voilà. Et Crozet, il y a le scénario, il y a la liste des techniciens qui étaient attendus, il y a la vision d'un cinéaste, Verhoeven, il y a l'acteur. Ça peut être fait par rien en fait. Est-ce que ça aura la même saveur? Bien évidemment que non. Je cherche pas à faire dire que voilà, on peut tout faire par IA, mais pour dire que par contre, la possibilité pour moi, sans passer par une IA, de faire ce genre de film aujourd'hui est pas exclu. Enfin, ce genre de film, on va pas refaire Crozet aujourd'hui, c'est pas l'intérêt. On va pas avoir. Non, mais de toute façon, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'un producteur que des projets pareils et qu'une passion pareille en fait continue à faire vivre en fait la création de films, comme sur cette petite parenthèse. Encore une fois, ça durait pas très longtemps quand même, Carolco, quoi. Tout est envisageable. Et je sais qu'à 24, ils aimeraient bien se voir en tant que studio, justement. En effet, mais Blumhouse peut-être la même idée. Tu vois, il y a encore des studios indépendants comme ça qui créent une identité, qui accompagnent des cinéastes. Ils sont là. C'est juste que moi, c'est pas des cinéastes qui me touchent. J'aime pas forcément. C'est-à-dire que leur conception même du cinéma, en effet, n'est pas celle de Carolco. Et c'est là où je pense où le documentaire arrive quand même à mettre le doigt sur quelque chose. C'est une certaine vision d'un certain cinéma qui est très marqué années 90 en même temps. Mais je pense qu'après, c'est ce qu'on aime aussi. C'est moi, ce qui me manque beaucoup, en tout cas, la première chose que j'ai identifiée dans ce cinéma généré par IA, mais bien avant l'IA,
c'est-à-dire d'un moment où tu dis que quand tu regardais des blockbusters, ou même les blockbusters, j'adorais les voir parce que je me disais mais c'est incroyable, c'est complètement con. Même quand il y avait des blockbusters que j'adorais et des blockbusters que je détestais, genre Independence Day ou Terminator 2 ou voilà. Tu détestais Terminator 2 ou non, j'adorais. Tu adorais Independence Day. Si tu veux. Non, mais en tout cas, tu vois, Independence Day, c'est un film que je n'ai pas revu, mais je sais que moi, c'est un film, celui-là, comme Godzilla ou je sais pas quoi, c'était des films que j'allais voir, comme les Roland Emmerich à un moment, parce que je me disais, c'est incroyable, c'est nul à chier, mais il y a des sorties de route incroyables. Des sorties de route, mais qui sont dans un mauvais goût total, où tu dis, putain, là, ça se voit qu'il y a un auteur qui est débile à la barre, qui est capable de se dire tiens je vais faire un plan dans un truc où il y a 10 000 mecs qui meurent, mais en fait le seul plan je vais faire un chien, il y a un truc comme ça. Et le chien c'est un truc qui est fascinant. Donc ça on n'est pas dans un film Carolco, mais en fait ce que je veux dire par là c'est que dans les Carolco en fait il y a des chefs-d'œuvre et tout ça, mais il y a aussi des films assez moyens et tout ça. Bon moi j'ai pas vu Cliffhanger et tout ça, mais tu dis il y a c'est vraiment très il y a bien, de la sortie de Rambo 3 qui est un film qui est pas forcément aimé. Moi je sais que j'ai pas du tout grandi avec Rambo. Quand j'ai vu Rambo 3, moi j'avais grandi un peu avec l'idée que Rambo déjà c'était nul et que Rambo 3 c'était archi nul. Quand j'ai vu Rambo 3, moi je me suis dit c'est quand même marrant quoi. C'est quand même marrant et parce qu'en fait c'est vraiment il y a des sorties de route. Et en fait non mais c'est fait avec déjà des moyens de production et aussi et tu sens que tu dis il y a des sorties de route, il y a des trucs un peu débiles, il y a des trucs un peu qui osés. Sont à la fois qui sont un peu osés mais ou qui sont un peu nanardeux dans le cadre d'un truc qui pourrait être genre c'est un peu Laurence d'Arabie mais au pays en Afghanistan et avec un mec avec des gros pectoraux. Tu dis il y a un truc dans le projet qui est un peu débile et tu rigoles un peu contre le film, avec le film, t'es aussi adhéré, enfin t'es en adhésion avec le film, quand moi je revois les films, oui je suis un peu en adhésion et en recul par rapport au truc, mais parce qu'il y a des sorties de route dans les films. Moi ce que j'ai identifié dans les films un peu les Marvel ou les productions un petit peu contemporaines de blockbusters, c'est que je me dis en fait ça m'ennuie profondément. C'est que je trouve même pas ça nul à chier au sens où il y a des trucs, les trucs nuls à chier que je trouve dedans me font même pas rire, m'ennuient quoi. Voilà, il y a un truc où c'est lisse. En fait, il y a un truc là-dedans où c'est. Et puis sans doute un peu trop cynique. Je pense que Rambo 3 par exemple n'est pas cynique. Il n'y a pas de cynisme chez Carolco, mis à part comme pourrait l'employer Verhoeven. Mais c'est pas vraiment du cynisme il fait Showgirls, c'est encore autre chose. Voilà, il faudrait qu'on fasse une émission sur le cynisme, peut-être pour différencier qu'est-ce qui fait la différence entre un Showgirls et un Deadpool. Ça serait intéressant, je mets ça dans la peau de tes anciens élèves de la fac, voilà, un petit mémoire là-dessus. Mais nous, il va falloir qu'on arrête quand même de parler de ça, même si on reviendra à Carolco, parce que de toute façon, voilà, ce que je te disais en antenne, moi j'ai commencé à regarder Rambo, le premier Rambo hier soir. C'est exceptionnel à quel point c'est bien. Enfin, c'est brillant à tous les niveaux, en termes de jeu, de mise en scène, de rythme, de décor. Il y a tout qui est exceptionnel, quoi. Le score de Jerry Goldsmith qu'on va entendre justement pendant cette courte pause. Tout est formidable dans le premier Rambo, le First Blood. C'est super, l'histoire du tournage est aussi très intéressante. Et merci, du coup, je suis content que Julien Dupuis et son comparse ait fait un documentaire. Il y en avait déjà un qui avait été réalisé, qui est disponible, lui, sur le 4K de Total Recall uniquement. Et j'ai pas pu du coup le voir. J'invite les gens à écouter aussi le podcast de Capture Mag, justement où ils évoquent le documentaire. Ça permet de comprendre comment est-ce qu'ils ont construit et partager un peu les choses dans la forme. Et c'est et pourquoi il y a certains manques. Il y a toujours certains manques. Moi, comme je disais, j'aimerais bien qu'il y ait en effet un vrai travail de recherche limite. Franchement, ça mériterait. Comme ça a été le cas justement pour le Zootrope de Coppola. Je pense qu'on a affaire à un projet un petit peu dingo. Et on se retrouve juste après une pause musicale pour parler encore de films de Pif Paf. Je vous présente Salomé. Salut. Ok, vos gueules. Salomé, Tiffany, Farah, Bonsoir. Estelle, Henrietta. Je m'appelle pas Salomé, je m'appelle Marie.
Réfléchis si t'en es capable. Ils veulent pas baiser une Marie, Andouille. Ils veulent baiser une Estelle ou une Tiffany. Ou une Salomé. On est classe dans ce rad. La lap dance, tu connais? Non. C'est $50 à toi de motiver le client. S'il veut un cabinet particulier, tu l'emmènes derrière. Et là, attention, s'il te touche dehors, t'as le droit de le toucher, mais lui pas touche. C'est rassurant. S'il jouit, ça fait rien. S'il sort sa queue pour t'arroser de foudre, t'appelles le videur. C'est que c'est un salaud. S'il te refile un bon pourliche, c'est que c'est un client. Je vois dans le temps, vous pouvez raisonner un ivrogne. Des jeunes qui faisaient les cons ou un couple qui se bagarrait, vous pouvez les calmer. Et 2 jours plus tard, ils venaient te remercier. C'est plus le cas maintenant. Quand ils sont drogués, ils restent drogués. La Blanche, les héros, les spits en tout genre. Il y a par exemple les frères Luck, celui qui t'a tiré dessus, et son frère Chop. Ils sont des délinquants maintenant. Merde, j'étais à la pêche avec leur père. Des bons gosses. Pas cette bande de loups enragés qu'ils sont devenus toujours prêts à te tuer. Tu sais, Hank, je crois que la prochaine chose qui va te faire râler, c'est quand l'administration va nommer des policières. J'en ai rien à faire, à condition qu'elle mesure 2 mètres et qu'elle soit hargneuse. Oh, l'administration nous emmerde, Jack. Les seuls types qui me dégoûtent plus que les politiciens, ce sont les bourreaux d'enfants. T'as appris tout ce qu'il faut savoir sur les accidents de bagnole et sur le prix d'une bonne assurance dans ta fameuse école de Kiev? Chez nous, les socialistes, l'assurance sert à rien. L'État paye pour tout. C'est ça. Alors dites-moi, mon cher capitaine, puisque vous vivez dans un paradis, là-bas, comment expliquez-vous que vous soyez envahi d'héroïne et de coke? Les Chinois ont su faire. Juste après Révolution. Coller au mur tous les trafiquants, tous les drogués. Fusillés sur place publique. Tirer balle dans la nuque. Non, non, faut pas rêver. Les hommes politiques ici, ils marcheront pas. Tuez eux d'abord. À l'instant, des extraits de différents films de Carolco et puis ce thème merveilleux de Jerry Goldsmith pour First Blood Rambo en 82. On enchaîne avec une sortie contemporaine, à savoir The Furious de, alors j'arrête pas d'oublier son nom, je l'ai noté, de Kenji Tanikagi, japonais. Et je me permets de... C'est une production un peu particulière, c'est un japonais en effet, mais qui va tourner à Hong Kong avec des financements chinois et puis avec des acteurs thaïlandais. Ils vont eux-mêmes jouer vachement en anglais pour essayer de créer une cohérence un peu dans tout ça. Un film qui est sorti déjà il y a quelques mois, qui avait eu le droit à une sortie à Rennes, au CGR, il était passé en VF. Un mois, hein, je pense, hein, c'est tout. Hein. C'est tout, un mois. Ouais. Voilà. Mais qui avait eu le droit en tout cas lors de ces projections de presse, sans doute, à un espèce d'émerveillement de la part d'un paquet de ses spectateurs qui nous racontait grosso modo que c'était le renouveau du cinéma d'action. C'est le plus grand film d'action depuis The Raid. Moi déjà, quand on me dit ça, je tique. Ouais. Ça m'inquiète particulièrement. Déjà, pour prendre The Raid comme référence, ça m'inquiète pas mal quand même. Donc j'y allais quand même avec quelques réserves. Et puis j'allais le voir à l'Arvor. Je me dis, tiens, un film de pif-paf comme ça, c'est un peu comme si il y a 10 ans, Universal Soldier 4 était sorti à l'Arvor. Pour moi, ça représente à peu près ça, quoi. Ou Hong Bak. C'était pas bien, non, c'est pas vrai. Universal Soldier, c'était un très bon exemple. Le 4, d'ailleurs. Et donc, j'y vais. Et dans la petite salle de l'Arvor, mais bien quand même, quoi. Et puis en plus, avec un petit peu de clim, on est content. Et même si j'ai évidemment 2-3 réserves sur 2-3 séquences, sur quelques facilités d'écriture, parce qu'on est dans un film de pif-paf, et il ne faut pas non plus s'attendre forcément, mais même s'il y a des facilités d'écriture, j'ai l'impression que le film est mené par quand même une
une petite vision et en tout cas, il y a un vrai cœur dans le film en termes de trame narrative, on va dire. Il y a des liens à créer entre cette recherche d'enfant, tu vois, ce rapport justement entre l'enfant et le parent. Ils arrivent à trouver un cœur narratif qui fait qu'on s'accroche au personnage. Ça, c'est la première chose qui est importante dans un film de Pif Paf. La deuxième, c'est que il a des acteurs qui se donnent à fond et qui maîtrisent vachement leur Pif Paf. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le jeu des différents acteurs et ils ont vraiment travaillé leurs personnages, leurs stéréotypes, entre guillemets, leurs archétypes de personnages. Ils les ont très bien travaillés et c'était un gros plaisir. Et puis, la dernière chose, et en fait, je m'en suis rendu compte après, mais comme si c'était naturel, mais en fait, c'est pas naturel et ça disparaît de plus en plus, c'est le film quand même est particulièrement furieux, comme le dit son film, hein. C'est-à-dire qu'on a un paquet de séquences qui sont à la fois très impressionnantes, mais qui vont surtout très vite. Il est constamment lisible, c'est-à-dire que c'est un film d'action qui la caméra va être en mouvement, va accompagner les personnages dans justement leur énergie, c'est le propos même du film, c'est de l'accompagner l'énergie, c'est ce qu'on attend, et ça va être constamment lisible. Et en fait, ça m'apparaît comme quelque chose d'un peu exceptionnel aujourd'hui. Mais en reparlant de Carolco, tu vois, je me dis, mais c'était déjà un problème similaire il y a déjà 10 ans, il y a 20 ans, de nombreux films qui ne sont pas capables de filmer des scènes d'action et on comprend pas très bien ce qui se passe et surtout on ne profite pas de l'action. Là, constamment, pendant quasiment 2 heures de film, on peut profiter de tous les bras brisés, de tous les coups qui sont portés, de tout ce qui se passe. Il y a une lisibilité totale et c'est là que je me dis, en effet, contrairement à The Raid, où ils peuvent partager tous les deux des défauts similaires sur 2-3 séquences, l'impression par exemple que les personnages secondaires font la queue pour se faire taper dessus. Un truc que je ne supporte pas dans les films de Pif Paf, c'est d'avoir l'impression que les gens attendent qu'une séquence entre 2 personnages soit terminée pour venir se battre avec eux. Et The Raid, c'était que ça pour moi. J'ai pas supporté The Raid, ni le 2 d'ailleurs, ni le 1, j'ai trouvé ça nul. Et là, j'ai eu peur au début de The Furious parce que j'ai ressenti un petit peu ce même genre de situation où tu vois un personnage qui a pris un coup de pied dans la tête et là, du coup, il met 1 minute à se relever alors que tous les autres personnages, et même quand il se battra lui-même en duel avec un autre en premier plan, il n'y a pas de problème, il en prend 15 et puis il se relève. Mais non, quand un personnage n'est pas dans le cadre, on l'oublie et on attend que ça soit sa place. Et là, ce film-là m'a permis aussi, justement, il joue avec ça. Et donc régulièrement, il y a des personnages qui attendent, et on va faire des grosses batailles avec 5 personnages. C'est le grand final, le grand duel final, mais avec 5 bonhommes qui doit durer une bonne vingtaine de minutes, où les types sont tous là, et ils se battent, et en arrière-champ, des fois, ils se battent. Et là, je me dis, le type, il sait très bien ce qu'il est en train de faire et il le fait avec beaucoup de soin. Et je retrouve cette exigence, justement, ce soin au service du spectacle et du bonheur du spectateur que Carolco pouvait proposer. Et j'ai pu voir ce film et je suis sorti de là. Ça fait du bien, c'était frais, c'était généreux, c'était suffisamment con, tu vois, ça va juste, ça dépasse pas la limite, mais absurde, over the top, contrairement à The Raid qui voulait péter plus haut que son cul. Là, c'est juste un petit peu over the top pour que ça soit aussi un peu drôle et qu'on s'amuse de ça et que justement ils puissent, le réalisateur, abuser d'un personnage qui se fait par exemple percuter par un camion et se relever juste après. Et ce côté cartoon un petit peu, il est assumé, il est bien géré et ça provoque beaucoup de plaisir. Ouais, carrément. Après, je pense qu'il y a un truc, moi, par rapport à The Raid, je pense que la différence, c'est aussi que dans The Raid, la star essayait de péter, la star, en tout cas, la caméra essayait de péter plus haut que son cul par rapport, en tout cas, à au génie, en tout cas, des artistes martiaux qu'elle filmait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu avais vraiment ce truc de genre, il faut faire du plan séquence. Les séquences de couloir, il faut arrêter. Au final, y compris dans Furious, ça le fait pas. Les séquences de couloir, c'est pas les meilleures. Et en fait, c'est vraiment ce truc où, dans The Raid, moi, c'est ce qui m'embêtait un petit peu, c'était vraiment le truc de la performance cinématographique, quoi. Alors qu'en fait, on est là pour voir de la performance martiale aussi un petit peu, et que le plan séquence n'est pas nécessairement en fait le meilleur moyen de le
le voir au cinéma, hein, c'est pas du tout. Et donc moi je trouve le film beaucoup plus modeste là-dessus, justement sur que The Raid par rapport à ce truc-là. Modeste et plus efficace. Et plus efficace, évidemment. En tout cas, voilà, moi c'est un film qui m'a. C'est important ce que tu dis. C'est vrai que le plan séquence inutile, il y en a beaucoup qu'on abuse pour montrer qu'ils font du cinéma. Mais ça sert à rien. Oui. Maintenant, après, on pourrait faire de toute façon tout un truc. C'est aussi un des cancers du cinéma contemporain, ce truc-là, hein, le plan séquence, avec lequel une mythologie encore avec lequel nous on a grandi, parce que voilà, on a grandi avec le plan séquence de Wells, après de Palma et d'autres. C'était vraiment on va dire la figure de style majeure et le grand orato, en tout cas de n'importe quel cinéaste. On fait un plan séquence. Monsieur Bobby, mais en tout cas, c'est vraiment. Maintenant, faut arrêter, parce que le plan séquence, ça n'a plus aucun intérêt. Technique en tout cas, voilà, ça, on peut plus. Aucun donc défi, et puis de toute façon le défi c'était déjà pas du tout l'intérêt d'un plan séquence de dire c'était très dur de le faire, on s'en fout. Oui. Il faut voir ce que ça raconte, voilà, pour que que ça justifie en tout cas l'intérêt de la difficulté technique éventuelle de sa mise en place, quoi. Mais voilà, moi j'aime assez le film, mais moi j'ai pas eu la chance de le voir à l'Arvor. C'était vachement bien. Je sais, je me doute. Et puis le public était à fond dedans, donc il y avait la réaction du public, et c'est vrai que... Et je me doute que de toute façon c'était très bien, et que c'est même pour ça que je l'ai programmé, que voilà, j'ai voulu le faire. Mais par contre, voilà. Mais je l'ai vu moi donc sur mon petit écran, et j'aime bien le film. Mais par contre, tu vois, je le rapprocherai pas du tout d'un truc de Carolco, parce que non, c'est pas le même esprit. Oui. C'était juste par rapport aux soins apportés à l'objet. Ouais, aux soins, mais bien sûr. Mais après le soin, voilà, oui, le soin apporté à l'objet. Voilà, moi je suis très attentif à ça, ou en tout cas très sensible à ça, et je me dis quand je vois The Furious, je suis ravi, et je me dis c'est dommage que le film n'ait pas marché. Le film n'a pas marché, par exemple, tu vois, c'est un film qui n'a pas marché, tu dis c'est quand même vraiment dommage, quoi, enfin qu'un film qui est de cette qualité-là le public de ne marche pas. s'est habitué à les voir débarquer en VOD. Oui, bien sûr, mais il y a un truc comme ça, et c'est un peu dommage que voilà, personne n'aille le voir, parce que tu dis oui, en termes de qualité de cinéma d'action, voilà, là on est dans le haut du panier, quoi. Mais par contre, ça me permet d'embrayer, permet-moi, mais sur voilà, des gestes de producteurs un peu fous, mais que je pourrais vraiment rapprocher, non pas de Carolco, mais en tout cas d'un geste de producteur un peu fou, ça serait le diptyque de Gaulle, quoi. En fait, ça c'est des gestes de producteur un peu fous. Et ça me permet aussi de renouer avec cette sorte d'interrogation que je peux avoir sur ma fascination pour les marchands de tapis ou les producteurs un peu tarés. Alors Jérôme Seydoux Nicolas Seydoux, on va dire, n'est pas vraiment le marchand de tapis qui fout des tas de stars dans un Boeing, et puis qui les gaffe de pute et de coke et d'alcool et tout ça. C'est pas du tout le genre, mais c'est aussi quelqu'un qui a une sorte de folie, de folie des grandeurs, de vouloir investir un cinéma très populaire, très richement fourni en termes de capitaux et de stars et tout ça, de vouloir garder sa écurie de stars. Généreux, encore une fois. Il y a vraiment ce truc-là qui a pu donc donner depuis voilà les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, qu'il a voulu vraiment les Misérables, en tout cas. Alors les Misérables, je crois que c'est pas pâté, mais voilà, en tout cas, il veut aller dans ce cinéma de très grands spectacles français. Moi, j'ai absolument pas du tout été convaincu ni par Monte Cristo, mais surtout pas par les Trois Mousquetaires. Je trouve ça presque du film un petit peu ce genre de film généré par IA, tout plat, qui ressemble à rien, qui est pas intéressant. Mais alors, pour le coup, quand je vois un film comme De Gaulle, je dirais pas rapprocher ça évidemment des productions Carolco, ça n'a rien à voir, mais ceci dit, il y a ce truc-là, je ressens la même chose que quand je me tombe dans certains cinémas américains, je me dis, c'est incroyable ce mélange de genres où à un moment tu es là, où il y a le contrat du cinéma de spectacle qui est rempli, après qui va être un petit peu déçu, qui va être dévié vers autre chose, des sortes de lignes de mauvais goût en tout cas de trucs un petit peu plus déceptifs, même si je sais que ce mot n'existe pas, mais en tout cas qui fait exprès d'être un petit peu décevant. Nous, on l'aime bien. Je trouve que dans ce geste-là, là il y a un geste de producteur où là je me dis effectivement il y a un geste de cinéaste principal, hein, c'est Antonin Baudry qui mêle la barque,
un projet qu'il mène depuis 10 ans. Il s'associe à Pathé. Moi, je tiens juste à saluer, vu qu'on a commencé cette émission en parlant de la thématique de la production, à saluer quand même ce type-là qui doit vraiment être probablement pas quelqu'un avec qui j'irai boire des coups, en tout cas Nicolas Seydoux, parce que je pense que c'est sûrement une ordure sur bien des aspects il a le droit à son dans la tenue de son réponse, groupe. s'il veut venir Mais par contre, nous voir à Rennes. Là, franchement, de donner toute l'attitude à un cinéaste pour créer un blockbuster vendu principalement sur des grosses explosions de la Seconde Guerre mondiale et qui finalement est un truc qui comporte 2 des plus belles scènes de bataille depuis très longtemps et qui en plus a des sorties de route incroyables et qui est un déluge de plaisir pour le spectateur, de jeu des acteurs qui, on voit bien, qui s'amusent à être là et voilà, plein de choses hyper généreuses. Donc on a affaire à un bon réalisateur aussi derrière quand même qui justement sait gérer ces gens. C'est justement, il faut saluer quand même aussi. C'est bien que tu parle de M. Seydoux, mais du coup on a quand même affaire à un réalisateur qui... c'est pour ça que là je salue vraiment le truc, parce que Antonin Baudry n'est pas vraiment c'est quelqu'un, c'est son seul fait de gloire au cinéma, c'est d'avoir fait Le Chant du Loup, qui est un film plutôt solide, dans le cas du cinéma français une anomalie, mais sans vraiment grain de folie, de trucs absolument génial. Oui, mais en tout cas, on peut imaginer une première production justement comme Le Chant du Loup qui coûte un bonbon quand même, qui soit un petit peu calmé dans ses velléités en fait. Et là, s'il arrive avec ce diptyque de Gaulle à justement aller un peu plus loin, malheureusement, ça fonctionne pas assez pour qu'il puisse continuer, mais... Oui. Après, on verra bien à l'issue de l'exploitation du film. Mais en tout cas, moi, je me dis, mais voilà, qu'il y ait vraiment des producteurs qui donnent vraiment 90 millions pour accomplir cette vision-là, qui devait se voir, en tout cas, dès le scénario, je me dis, super, c'est vraiment très, très bien. Eh bien, écoute, super. Donc, on invite tout le monde à aller voir De Gaulle. Alors, le premier passe toujours à la revoir à Rennes, en tout cas pour ceux qui nous écoutent à Rennes. De toute façon, et puis voilà, les deux. Donc, n'hésitez pas à rattraper ça sur grand écran. C'est à voir. En effet, c'est du grand spectacle. Mais pour ça, voilà, on était sur un truc généreux. De Gaulle, ça reste justement, c'est de la générosité aussi. C'est de la générosité, mais c'est aussi du bureau porn avec des trucs un peu... C'est ça l'idée. C'est que Carolco, il faisait des trucs généreux avec soin, mais pas que des gros blockbusters non plus. Voilà. De Gaulle, c'est au cinéma. Le Carolco, un rêve hollywoodien, ça sort bientôt en Blu-ray chez l'Atelier d'Images parce que c'est sorti déjà, me semble-t-il. Alors c'est disponible sur une plateforme pour le moment, mais la sortie Blu-ray, elle est pour la fin de l'été. Oui, d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est visible sur MyCanal. Complètement visible. Et nous aussi, vous pouvez et The Furious, par contre. Eh ben, c'est à Los Angeles, il est à Los Angeles, allez-y. Mais bon, c'est vrai que sur grand écran, ça valait. Merci Larvor d'avoir proposé ce film sur grand écran, c'était chouette, et de partager ça avec d'autres gens. C'est vrai que c'est le genre de film que moi j'aime bien partager avec d'autres gens plutôt que des comédies où les gens rigolent pas au bon moment, ou d'autres films où les gens mangent des cacahuètes. Là, pour le coup, tout le monde réagit quand le type se fait percuter par un gros camion et fait ouh. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans la salle et on était tous contents en sortant quand même. Et cette émission-là, vous pouvez la réécouter sur le site de Canal B en podcast, bien évidemment, et puis retrouver le lien vers différents sites que le docteur utilise ou des machines de podcast, tout ça machin. Elle est partout. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. You're welcome. Et merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. L'Afghanistan. Alexandre le Grand a essayé de conquérir ce pays. Puis Gengis Khan, puis les Britanniques. Maintenant les Russes. Mais le peuple afghan sait se battre. Il n'a jamais été vaincu. Un ancien ennemi a fait une prière qui parle de ce peuple. Tu veux l'entendre ? Très bien. Elle dit: puisse Dieu nous délivrer du venin du cobra, des crocs du tigre et de la vengeance de l'Afghan. Tu comprends ce que ça veut dire ? Qu'il vaut mieux pas vous emmerder. Oui, quelque chose comme ça.